Le documentaire que vous allez voir, c'est un documentaire que j'ai réalisé avec l'aide de Mathieu Firmin, mon rédacteur en chef de l'époque, et Marguerite Tellet au montage, il y a déjà 2 ans. Quand je l'ai réalisé, ce que je voulais, c'était mettre en avant une solution concrète aux violences faites aux femmes en parlant de la Maison des femmes de Saint-Denis que vous allez découvrir dans quelques minutes. À l'époque, la structure avait lancé une campagne de crowdfunding pour aider son financement et démultiplier son modèle. Et je me disais qu'en fait, un documentaire qui montre l'impact concret de cette maison sur la reconstruction des femmes victimes de violences, ce serait en fait le meilleur argument pour convaincre chacun et chacune de donner et faire connaître cette initiative pour appréhender différemment ce problème de société que sont les violences faites aux femmes. À l'époque, 53 000 € avaient été récoltés. Si nous diffusons à nouveau ce documentaire aujourd'hui, c'est parce que la Maison des femmes a à nouveau besoin de nous. Avec le confinement, les violences se sont intensifiées. Elles ont augmenté de près de 35% et les numéros d'appel d'urgence ont été totalement saturés. Avec le déconfinement, la Maison des femmes se retrouve donc submergée par les demandes et a besoin aujourd'hui de 90 000 € pour recruter 2 postes supplémentaires de psychologues et assistants ou assistantes sociales. Retrouvez-moi juste après pour un entretien avec Rada Hatem, la fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, pour creuser ensemble toutes ces questions. J'espère que ce reportage, cette histoire d'héroïne, vous convaincra de leur venir en aide avec vos moyens ou simplement en partageant cet appel au don au maximum si vous n'en avez pas. Nous vous mettons tout en lien en commentaire de cette vidéo et bon visionnage à toutes et à tous. Je vais vous raconter une histoire d'héroïne. Pas de roman, ni de film, ni de BD, non, des héroïnes du quotidien. La première d'entre elles, c'est Rada Hatem. En 2014, cette médecin gynécologue pense une solution à un problème qui perdure depuis des millénaires. Les violences faites aux femmes. Comment ? Avec cette maison, de toutes les couleurs. Une réponse au parcours du combattant que doivent aujourd'hui affronter les femmes victimes de violences. Des héroïnes, elles aussi, qui ont bravé leur peur pour pousser la porte de ce refuge. Je vois des femmes, on parle de tout. Je me dis que je ne suis pas seule à souffrir dans ce monde-là. Les héroïnes de cette histoire, ce sont aussi des artistes, des chanteuses qui s'engagent dans ce combat avec leur musique. Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Et toutes celles et ceux qui travaillent dans cette maison et se battent chaque jour pour rendre la vie de femmes brisées un peu plus douce, un peu plus juste, un peu plus vivable. Donc, peux-tu voir d'un point de vue médical? Je vais vous raconter l'histoire d'un lieu unique en France, qui a déjà accompagné et parfois même sauvé plus de 5000 femmes et dont l'existence est pourtant chaque jour remise en jeu. La Maison des femmes de Saint-Denis. Cette maison est l'aboutissement d'une longue réflexion qui a accompagné la carrière de Rada Hatem, comme une suite naturelle au combat que mène cette obstétricienne pour les droits et la dignité des femmes. Cette histoire commence à Saint-Denis, à l'hôpital de La Fontaine, là où Rada travaille en tant que chef de la maternité depuis 2010. Dans ce département, le plus pauvre de France, elle est quotidiennement confrontée à des femmes victimes de violences et de mutilations sexuelles comme l'excision. Très vite, Rada réalise que l'hôpital n'est pas le meilleur endroit pour les prendre en charge. D'accord. C'est quand même un département où il y a énormément de misère, énormément de récits migratoires d'une rare violence que j'en avais pas rencontré avant. Autant, et quand on est médecin, on veut quand même avoir un impact social. Je pense qu'on ne peut pas déconnecter le soin du reste. Et on se dit, qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau ? Je peux aller au Mali, c'est sûr, mais je crois que j'ai beaucoup à faire ici. Donc je reste là. Dès 2014, Rada se met en quête de financement. Elle réunit 950 000 € grâce à des fondations privées, l'État et les collectivités locales, s'entoure des meilleurs spécialistes. Et en juillet 2016, la Maison des femmes ouvre ses portes. À 2 pas de l'hôpital, elle devient très vite un refuge. Orientée par les associations, l'hôpital ou le bouche à oreille, 30 à 60 femmes se retrouvent chaque jour devant cette petite sonnette. La première fois que je suis venue ici, il y a une jeune fille là. On m'a dit, tu es venue à un bon endroit, tu es ici chez toi. Et ça m'a fait du bien.
La maison accueille toutes les femmes, de la demande de contraception à l'IVG. Mais sa raison d'être, ce sont surtout les violences sexuelles et conjugales. Des violences que subissent plus de 250 000 femmes aujourd'hui en France. J'ai été excisée à l'âge de 7 ans. Et après, on m'a mariée de force à l'âge de 15 ans. Et de là encore, on m'a excisée pour la deuxième fois, à l'âge de 16 ans. Donc, mon mari me fatiguait trop. Donc, j'ai fui pour venir ici. Donc, j'ai traumatisé, je ne sais pas, ça n'allait pas. Je ne sais pas comment ma vie serait si je ne connaissais pas ici. Et je suis qu'aller là, j'allais me jeter, où les trains passent là, j'allais me jeter là-bas pour me tuer. C'est clair, parce que je déprimais trop. Avant toute chose, il y a l'écoute. Pour encourager les femmes à se confier sur les violences qu'elles subissent, la maison organise des groupes de parole. Tous les jeudis, Rada en anime un pour les victimes d'excision. Elles seraient environ 55 000 en France. L'excision, cette mutilation sexuelle, érigée en pratique culturelle dans 29 pays, d'Afrique et du Moyen-Orient, consiste à couper un petit bout du clitoris des femmes dès le plus jeune âge, et ainsi les placer dans une position de soumission. Une souffrance physique indélébile, qui prive entre autres les femmes d'une sexualité épanouie. Les caméras n'ont pas leur place dans ce moment d'échange où chacune surmonte sa pudeur pour partager sa douleur avec les autres. Mais à la fin de la séance, certaines ont accepté de se confier à moi, à l'écart. Comme Globalina, d'origine ivoirienne. Aujourd'hui, elle se bat contre sa belle famille pour que sa fille ne soit pas excisée comme elle l'a été. Maintenant, on m'a consacré à l'âge de 15 ans pour me donner un mariage forcé. Je n'ai pas accepté. Un jour, je suis partie au forêt avec mon oncle. Il m'a dit, ah, tu vas chez ton mari. J'ai dit, quel mari? On dit qu'on t'a donné un mari. J'ai dit, non. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ces mariages. Il m'a tabassé jusqu'à il a pris les machettes pour me taper sur mon pied. Voilà ça. Ça a coupé mon pied. Voilà. Les machettes m'ont coupé ici comme cela. Mon oncle m'a frappé avec les fils. Voilà les traces de les fils. C'est ici mon ventre aussi. Voilà les traces de fils ici. Donc vraiment, j'ai trop souffert. Je ne veux pas que ma fille n'ait qu'à souffrir comme moi. Tout le monde qui nous regarde dans le monde entier n'est qu'à se battre aussi contre ça pour nous. Ils n'ont qu'à nous aider. Les Africains, ils sont fatigués. Nous, on est fatigués. On est fatigués pour ça. On ne connaît pas l'amour, on ne connaît rien. On ne connaît pas comment on nous dit que les femmes jouent. Non, on ne joue pas. On ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'est l'amour vraiment. Puis c'est là, je suis venue ici pour que je vais oublier dans beaucoup de choses, c'est ça. Pour trouver cette jouissance sexuelle que beaucoup n'ont jamais connue, certaines femmes envisagent des opérations de reconstruction du clitoris. Chaque année, la Maison des femmes opère ainsi une centaine de femmes. Arrivée en France à l'âge de 2 ans, cette femme a été reconstruite à 21 ans et tient à partager son expérience avec les autres. C'est une excision très petite, à 1 an. Même si c'est fait très très tôt, on garde quand même, on ne va pas dire des souvenirs, mais physiquement une sorte de douleur. J'ai ressenti tout de suite le besoin de parler à ces jeunes femmes de mon expérience parce que j'ai 37 ans, je me suis fait opérer il y a longtemps, il y a 16 ans et je suis passée par tous les stades après l'opération et pour moi j'ai un regard extérieur. Il y a une porte de sortie au niveau des opérations, au niveau de la parole, il faut vraiment parler et il y a vraiment quelque chose de meilleur, quoi. Ça ne va pas se terminer là. Ces femmes et moi-même, on ne demande rien d'autre que de vivre normalement, que de vivre des vies de femmes pleines, épanouies et heureuses, tout simplement. Ce jour-là, à la fin du groupe de parole, 2 musiciennes bénévoles sont venues. Un bref moment d'insouciance que ces femmes ont bien voulu partager avec moi.
De la musique, de la joie. Après 1h30 de discussion à cœur ouvert sur les traumatismes causés par l'excision, la violence de l'immigration, la difficulté à trouver une sexualité. C'est cela aussi la beauté de la Maison des femmes. Entre rire et larmes, ces femmes peuvent trouver un chemin pour se reconstruire. Comme cette jeune femme, arrivée récemment du Mali. Déjà, je déprimais et je ne déprime plus. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on a fini de danser et chanter. Là, bon, ça libère un peu le cerveau et c'est déjà bon, c'est déjà bon. Au sein des 3 unités de la maison, planning, excision et violence, des professionnels et des bénévoles accompagnent toutes les femmes vulnérables pour les aider à reprendre vie. Un parcours, toujours pensé en termes de soins médicaux. Je pense que ce qui fait la différence vraiment à la Maison des femmes, c'est le fait de coordonner les parcours. C'est-à-dire qu'une femme qui pousse la porte a la garantie que les professionnels, soignants et non soignants, vont chacun faire sa part du job et prendre en charge la problématique qui les concerne. On parle des cas les plus compliqués, on partage nos connaissances, donc c'est le secret médical partagé et c'est fondamental parce que ça évite à la femme de re-raconter son histoire à chacun d'entre nous. Chacun de nous a un éclairage, a une vision de cette femme, une vision de ses problèmes et une idée des solutions possibles. On les met en commun et on élabore la meilleure solution pour elle. Et grâce à ce parcours, elle ne va plus jamais se sentir seule ou abandonnée. Elle sait qu'on œuvre pour son autonomie, pour son mieux-être. Pauline, une des sages-femmes de la maison, est en charge de l'unité violence. C'est elle qui accueille les femmes. Donc il y a l'accueil sans rendez-vous, après la femme est orientée vers les sages-femmes d'accueil. Et après, en fonction, nous, on va l'orienter vers une psychologue s'il y a besoin, un sexologue s'il y a besoin. On a une permanence juridique, donc des avocats s'il y a besoin de conseils ou autre. On est en relation avec le commissariat de Saint-Denis pour tout ce qui est démarche, donc dépôt de plainte et tout, parce qu'après le commissariat, ça reste quand même assez impressionnant. On a aussi des ostéopathes, une masseuse qui vient. Et je sais que ça m'apporte une force. C'est le tout en fait qui m'apporte une force. J'ai commencé à rire, j'ai commencé à sourire avec les enfants. Parce qu'avant, chaque fois que j'étais dans la maison, je pleure. Mais maintenant, je vois que je me sens bien maintenant. J'ai l'impression que je suis plus la même personne. Oui. Se reconstruire, cela passe aussi par la sexualité pour beaucoup. Arnaud Seven, le sexologue, est l'un des seuls hommes de la maison et son rôle est essentiel. Il reçoit près de 500 femmes par an. 90% d'entre elles sont issues de l'immigration. On retrouve un peu les mêmes violences, les mêmes difficultés. Vous avez des femmes qui ont perdu un proche, par exemple. J'ai vu tout à l'heure une femme qui avait perdu son enfant sur les bateaux. Vous avez des femmes qui vont être violées au cours le long de leur parcours migratoire. Je pense que ça leur apporte effectivement beaucoup parce qu'on envisage la sexualité comme étant le lieu où se jouent plein de choses. Voilà. C'est là où se joue l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. C'est le lieu des violences, voilà, des abus. C'est le moyen d'opprimer les femmes. Voilà, et d'avoir un ascendant sur les femmes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais c'est aussi le lieu où la femme peut se retrouver une identité en tant que personne humaine, voilà, mais aussi en tant que femme. La féminité, c'est aussi quelque chose qui se construit. Donc vous avez des femmes ici qui ne se sentent pas femmes, vous avez des femmes qui ne se sentent plus complètes, des femmes excisées, incomplètes, mais vous avez des femmes qui peuvent se sentir féminines aussi, mais qui n'ont pas accès à leur plaisir sexuel. J'ai envie de vous dire que c'est d'abord un travail d'émancipation de la femme. Le premier travail, il est d'abord là, avant de pouvoir passer à un travail sur, effectivement, le plaisir du corps. La maison a été pensée pour révéler aux femmes tous les atouts qu'elles ont pour sortir des violences et se reconnecter avec elles-mêmes.
notamment avec les arts martiaux. Depuis février 2018, Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté, y donne des cours chaque semaine. On va se faire un petit salut japonais. Donc on fait un lien avec le pied. L'objectif de tout ça, c'est que les femmes se réapproprient leur corps, retrouvent l'estime d'elles-mêmes et confiance en elles. Ça va, oui. Soit je fais partir le coup de pied comme ça. Laurence, elle aussi une héroïne, a travaillé en République démocratique du Congo aux côtés du célèbre docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes victimes de viols de guerre. Elle y a compris l'importance d'exorciser les traumatismes avec le corps. En 2017, elle crée Fight for Dignity pour lancer partout dans le monde des programmes de reconstruction par le sport. Ce n'est pas du self-défense. Évidemment qu'on va donner des coups de poing et des coups de pied et que ça veut dire beaucoup, mais c'est pas l'essentiel du travail. L'essentiel, c'est qu'elles passent un bon moment, qu'elles lâchent un peu ce qu'elles n'arriveraient pas forcément à dire avec des mots. En général, les femmes n'ont pas de rapport du tout à leur corps. Elles n'aiment pas leur corps. Et ce que je constate, c'est qu'elles le découvrent. C'est juste de sentir qu'on est détendu. Il y a un coup de pied qui arrive, je fais partir le coup de pied. Cours! Petit à petit, elles s'ouvrent. C'est cette motivation aussi de laisser parler l'agressivité, la colère parfois. Merci, mesdames, bravo, un grand bravo. Ce cours de karaté ne s'adresse pas simplement aux femmes victimes de violences. Lucille, 32 ans, est atteinte d'une pathologie qui touche une femme sur 10, l'endométriose. Une maladie de l'utérus qui peut provoquer des douleurs abdominales insupportables. En 2013, elle se fait opérer. L'opération se passe mal. Depuis, elle souffre physiquement et a des pertes de sensations vaginales. Lucille est venue à la Maison des femmes car elle vit cette opération ratée comme une violence sexuelle. J'étais sportive avant d'avoir cette intervention et il est important pour moi de me remettre aussi au sport, de retrouver une cohérence dans mon corps. Le karaté, c'est aussi reprendre conscience de mon corps, mais en être apaisée et que ce ne soit plus... que j'en sois fière, en fait. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes. Elles sont... et oui, je suis une championne, mais... Quand on voit ce qu'elles ont vécu, ce par quoi elles sont passées, et qu'elles sont là, qu'elles ont le courage de venir, de faire face aux conséquences de ce qu'elles ont subi, waouh! C'est des méga héroïnes, et nous, derrière, on est des petits tuteurs. Ouais, on les porte comme ça, allez-y les filles! La Maison des femmes a une conviction. Les violences faites aux femmes est une question de santé publique. Emmanuelle Pietz, présidente du collectif féministe contre le viol, se bat depuis des années pour le faire admettre. Une femme victime de violence, elle perd 5-6 ans d'espérance de vie. Elle risque de se suicider 5 à 15 fois plus quand elle a été victime de viol. Elle va fréquenter les psys et les structures hospitalières psychiatriques 4 fois plus que les autres. Donc c'est à la fois un coût pour les femmes énorme et à la fois un coût social très important. Et cette notion-là, elle est quand même assez récente. Donc créer des endroits où il y a des soins de santé pour les femmes victimes de violences, c'est quelque chose qui arrive seulement maintenant, je dirais. Et ça va, j'espère, se généraliser. 3,6 milliards d'euros par an, c'est ce que coûteraient à elles seules les violences conjugales en termes d'aide sociale et de soins. La Maison des femmes a réalisé près de 15 000 consultations en 18 mois. Et pourtant, Rada se bat au quotidien pour que sa structure continue d'exister. Le nerf de la guerre, les financements, comme toujours. Sans nouvelles ressources, la maison pourrait fermer fin 2018. On a vraiment montré avec ce machin qui est sorti de nulle part et qui ressemblait à rien, au début que c'était utile, puisque la fréquentation des femmes, leur retour, les associations avec lesquelles on travaille et qui nous disent on est tellement content que vous soyez là parce qu'on sait où envoyer les femmes, on sait ce qui va leur arriver, etc. Et ce qui me frustre, c'est de me dire qu'à aucun moment, les politiques au sens large ne sont venus vers nous en disant bon,
Vous avez peut-être été les premiers, ou en tout cas les premiers sur un certain modèle. Vous avez montré que ça marche, ça nous intéresse. On va, vous accompagner et 2, vous dupliquer. Et je reste extrêmement surprise que de ce côté-là, ça soit le blanc total. Car si les soins de santé et opérations de reconstruction sont pris en charge par l'hôpital et le conseil départemental, la maison est obligée de lever de l'argent auprès de fondations privées pour payer les autres professionnels qui y travaillent. On ne peut pas se demander tous les matins si ce salaire va pouvoir continuer à être payé, c'est pas possible. On ne le fait pas pour les consultations de chirurgie, on ne devrait pas avoir à le faire pour les consultations violence. C'est de la médecine, c'est de la santé, c'est pareil. Donc je vais continuer avec mon bâton de pèlerin et puis on fait des opérations de crowdfunding. Et la prochaine, c'est le concert des héroïnes, le 3 mai. Et j'espère que ça va cartonner. Ce soir, Ina Modja, la célèbre chanteuse marraine de la maison, a fait appel à des artistes et amis comme Brigitte, Imani, Camille ou encore Olivia Ruiz, qui ont accepté de chanter gratuitement durant une soirée exceptionnelle. La Maison des Femmes a mis beaucoup d'énergie dans cette soirée. L'ambition, lancer le crowdfunding pour agrandir la Maison des Femmes et en construire d'autres partout en France. Une soirée diffusée en direct sur les réseaux sociaux pour toucher le maximum de personnes. Alors on est là ce soir pour la musique, mais surtout pour les femmes. On est là pour se mobiliser, pour lever des fonds, pour être solidaires, afin de permettre à cette structure unique en France de se développer et de se répandre dans toute la France. Plus qu'une soirée pour lever des fonds, ce soir c'est le lancement d'un mouvement. Soyons des héroïnes. Un mouvement qui se donne 5 ans pour répondre aux besoins des 250 000 femmes victimes de violences dans notre pays. Donc le but, c'est, dans le slogan « Soyons des héroïnes », c'est « Faites quelque chose ». Vous êtes un homme, une femme, vous êtes concerné, pas concerné, faites quelque chose. Comment on peut faire quelque chose ? Parce qu'avec les mouvements MeToo, Balance ton porc, on s'est un peu arrêté à ça. On s'est dit, il y a une libération de la parole, on s'arrête là. Et là, je trouve qu'en ce moment, il y a un peu une frustration de comment on va plus loin que juste ce hashtag, on fait. C'est absurde de se dire qu'on est obligé de solliciter des citoyens et des artistes et de la musique pour lever des fonds pour une cause qui touche toutes les couches de la société. Et en même temps, c'est génial parce que ça montre qu'on n'attend pas que ça nous tombe du haut, que les politiques se motivent, on le saisit nous-mêmes, on est tous des héroïnes et on se lance. Les gens font ce qu'ils peuvent, ils donnent à la hauteur de leurs moyens, même avec 5 €, c'est mission accomplie parce qu'on peut quand même avoir un impact pour les femmes avec 5 €. Mais le plus, c'est le mieux. On est à 30 000 €. Et... Oh, je suis trop contente. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Les choses bougent beaucoup plus vite finalement avec les petites mains que nous sommes. Et les artistes, je pense, ont un rôle aujourd'hui spirituel. C'est-à-dire que les artistes, ils véhiculent chacun des valeurs, peut-être de la générosité aussi. Et le monde politique, c'est un peu décrédibilisé à ce niveau-là. T'es belle, même quand tu pleures, t'as le spleen élégant, le blues enchanteur. Pour Geneviève Fraisse, philosophe et référence de la pensée féministe, quelque chose d'historique se joue dans cette soirée, restée pourtant assez confidentielle. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, on est en train de vivre un moment historique pour les droits des femmes ? Oui, ça je crois qu'aujourd'hui, au bout de quelques mois, on n'a plus aucun doute là-dessus. Que je ne fais pas autre chose que d'être dans l'histoire. Et être dans l'histoire, ce n'est pas s'éloigner d'être dans la pensée. Là où je suis dans l'histoire, c'est grâce finalement au titre de cette soirée. Soyons des héroïnes. Alors qu'on parle des violences faites aux femmes, qu'on accuse les féministes toujours d'être des victimaires, de se prendre toutes pour des victimes, etc. Là, il y a une sorte de geste affirmatif qui dit « nous sommes des héroïnes, nous pouvons être des héroïnes », y compris en nous battant contre ce qui rend les femmes incapables de devenir des héroïnes. C'est une très très belle leçon politique d'intituler cette soirée ainsi. Lors de cette soirée,
La seule représentante politique à avoir fait le déplacement, c'est Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise, ex-ministre des Droits des Femmes. Laurence Rossignol, je vous donne le micro. On vit un monde incertain. L'économie est très trouble, très instable. Il y a un placement sans risque, un placement qui rapportera toujours, qui ne décevra jamais ses investisseurs, c'est d'investir dans les femmes, dans leur santé et dans leur avenir. Merci. À la fin de la soirée, près de 34 000 € ont été récoltés. Ce qui reste, hélas, loin de l'objectif ambitieux de départ de 150 000 €. 34 000 €, c'est 15 jours de fonctionnement pour la Maison des Femmes. Une déception pour Rada Hatem, qui n'abandonne pas pour autant son combat. Car elle le sait, la Maison des Femmes est un modèle qui inspire, au-delà de nos frontières. Les Belges viennent d'ouvrir leur propre structure. Bordeaux, Cannes, Nantes, Marseille, Mulhouse, des médecins de toute la France appellent Rada pour construire des maisons similaires à la sienne. Puisqu'on a fait tous ces tâtonnements, puisqu'on a fait des erreurs, qu'on a réajusté, je crois qu'on est capable de modéliser quelque chose et de donner des conseils utiles d'emblée aux gens. Dire, vous allez commencer, voilà ce qu'on peut vous dire. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Après, sans argent, vous ne faites rien. Et pour avoir de l'argent, il faut que l'État accepte de flécher un montant dédié aux violences. On fait une action de prévention, au-delà du soin, elle est essentielle. Personne ne sait qui doit financer la prévention. Tout le monde vous dit « Ah ben non, c'est pas le boulot de l'hôpital. Ah non, c'est pas le boulot de l'ARS. » Finalement, la réponse est « Il n'y a pas d'argent pour ça. » On en est là aujourd'hui. Et pourtant, en mai 2017, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, élaboré à partir de l'exemple de la Maison des Femmes, rend la conclusion suivante. Il est donc nécessaire de considérer la prise en charge en milieu hospitalier des violences faites aux femmes comme un enjeu prioritaire. Le rapport recommande notamment l'instauration d'une enveloppe de 15 à 20 millions d'euros par an pour sa mise en œuvre. Cet argent n'a pour l'heure pas été débloqué. La lutte contre les violences faites aux femmes est pourtant une priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors qu'attendent les politiques pour devenir à leur tour des héroïnes ? Oh no, no more, no, no, I can take it anymore. No, no, no more, no, no, I can take it anymore. 'Cause I'm standing on the edge, waiting for that moment to sweep me away. Goodbye, dear friend. Goodbye, I'll never see you. Bonjour Rada, je suis très heureuse de te recevoir cet après-midi pour parler de la Maison des Femmes, parce que je sais que tu es très prise, donc c'est un honneur de t'avoir avec nous pour une petite demi-heure. Tu vas bien ? Je vais bien, puis je suis très heureuse de te voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis je suis pas tellement prise, puisque je suis prise pour parler de la Maison des Femmes, c'est parfait. Alors le documentaire qui vient d'être diffusé, il a été tourné il y a 2 ans, donc j'imagine que pas mal de gens se demandent ce qu'est devenu la Maison des Femmes depuis. Mais ce que j'aimerais, c'est que d'abord on parle de la situation d'urgence dans laquelle est la Maison des Femmes aujourd'hui, du fait du confinement, qui, comme pour beaucoup de choses, a agi comme un révélateur, notamment sur les violences faites aux femmes. Il y a eu plus de 35% de signalements pour violences faites aux femmes et plus de 44% d'interventions pour différents familiaux par rapport à l'année dernière à la même période. Donc on voit bien que ce confinement a agi comme un révélateur. Est-ce que tu peux commencer par m'expliquer, parce que pour nous ça peut paraître évident, parce qu'on a un peu la tête dans ces questions-là, mais pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle augmentation des violences faites aux femmes pendant le confinement ? Il y a plusieurs explications. La première étant que le fait d'être confiné t'oblige à vivre 24 heures sur 24 avec une personne. Et là où tu avais avant une possibilité de voir autre chose, de prendre l'air, de te détendre, cette possibilité n'existe plus. Donc même les couples qui fonctionnaient plutôt bien de leur point de vue se sont retrouvés en tension, en tête-à-tête.
Alors évidemment, quand on est normal dans son fonctionnement et qu'on est en tension, on est capable de s'arrêter et de se dire, bon, bah, voilà, c'est le confinement, c'est l'angoisse, c'est l'angoisse du virus, c'est l'angoisse de la perte de revenus. Il y a plein de sujets d'angoisse pendant ce confinement. Et puis la communication autour du virus a été hyper anxiogène. Donc ça a rajouté une couche d'inquiétude à tout le monde. Quand on est dans un couple violent, et que le conjoint, parce qu'en général c'est le conjoint qui est violent, même si ça peut être une situation inverse, eh bien le conjoint n'a déjà plus aucune possibilité d'aller prendre l'air lui-même, et il est comme une cocotte minute sous pression, et il explose bien plus souvent que d'habitude. Donc les femmes qui sont avec ces conjoints-là, elles ont certainement appris elles le savent, de toute façon, elles le font depuis toujours, désamorcer, apaiser, se comporter d'une manière qui évite que la cocotte minute n'explose. Mais quand la cocotte minute n'a aucune autre issue, elle finit par exploser. Et c'est ce qui s'est passé pour ces couples-là. Les femmes ne pouvaient pas sortir elles-mêmes, donc ne pouvaient pas échapper à l'emprise. Elles avaient peur du virus, elles avaient peur de la police, elles avaient peur de plein de choses. Et donc, elles sont sorties quand vraiment c'était très compliqué. Et c'est là qu'elles nous ont appelés, parce que là, il fallait des hébergements d'urgence. Et c'est ça qui a été la principale difficulté pour nous. Alors on va y revenir après. Pour revenir donc à la situation d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations pendant le confinement qui ont alerté en fait sur l'augmentation de ces violences, mais qui disaient une chose, c'était finalement nous ce qui nous fait peur, c'est l'après, parce qu'on sait qu'après on va avoir énormément de femmes qui n'osent pas venir nous voir aujourd'hui, qui vont pouvoir sortir et qui vont venir nous voir. C'est ce qui est en train de se passer avec la Maison des Femmes. C'est pour ça que vous avez monté une opération de crowdfunding où vous levez 90 000 €. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la situation des femmes aujourd'hui et à quoi va servir cet argent que vous demandez aux particuliers aujourd'hui pour faire face à la recrudescence de... Alors, il y a la recrudescence des violences, et puis il y a aussi pour une autre patientèle, qui sont par exemple les patientes migrantes. Ce confinement a réactivé des stress anciens. Certaines ont eu l'impression de se retrouver en Libye, en prison, et elles vont beaucoup plus mal. Des femmes qu'on avait stabilisées, des femmes victimes de violences, des femmes qui avaient des parcours migratoires très difficiles, se sont retrouvées à nouveau extrêmement vulnérables à cause de ce confinement. Donc ce qu'on a anticipé, c'est d'abord ces situations de violence qui ont augmenté, les femmes vont venir demander de l'aide. Même si elles ne sont pas prêtes à quitter le domicile tout de suite, elles ont vraiment besoin de venir parler de ce qui s'est passé. Elles ont besoin qu'on les conseille. Pour les femmes qui se sont retrouvées replongées dans un passé très violent, leur état de stress s'est aggravé et elles vont avoir besoin d'une psychothérapie plus intense. Et pour toutes les jeunes filles qu'on n'a pas vues pendant le confinement, parce que quand on est mineur et qu'on vit chez ses parents, on profite de l'école, on profite des activités parascolaires pour sortir et aller dans un planning familial, parler des violences qu'on subit ou parler de sa grossesse non désirée, de son besoin de contraception. Elles ne sont pas sorties, elles ne sont pas venues. Donc on sait qu'aujourd'hui, après 2 mois, 3 mois, certaines vont arriver très mal en point à cause des violences qu'elles ont subies à la maison, des situations potentielles d'inceste, de maltraitance. D'autres vont arriver avec des grossesses très avancées. Et toutes ces femmes-là vont avoir besoin de soins psychiques, d'accompagnement social. Et c'est pour ça qu'on recrute avec cette cagnotte principalement psychologues et assistantes sociales. D'accord. Et donc ces 2 postes vont vous permettre d'accompagner les femmes que vous recevez aujourd'hui, puisque aujourd'hui en fait vous êtes dans quelle situation? Vous êtes débordés? Comment est-ce que ça se passe concrètement pour vous depuis le déconfinement? Alors aujourd'hui, on a les femmes qu'on avait avant et qui, pendant le confinement, ne sont pas venues. Certaines, on pouvait les joindre par téléphone pour assurer un suivi, et d'autres, c'était impossible de téléphoner parce que leur mari était toujours là et qu'il n'y avait pas moyen de s'isoler. Ces femmes-là commencent à venir, donc on retrouve notre activité normale. Et puis arrivent de nouvelles femmes qu'on ne connaissait pas, dont une partie nous avait sollicité pendant le confinement, par mail, par téléphone, en disant « ça va pas, qu'est-ce que je fais ? Dès que je peux sortir, je viens vous voir ». Donc, ça augmente le niveau de recrutement. Et puis, les femmes vont plus mal. Donc là où, par exemple, la psychologue pouvait les voir toutes les 3 semaines, elle va probablement avoir besoin de les voir toutes les semaines. Donc il y a une augmentation des besoins de soutien, donc une augmentation des besoins en ressources humaines. Aujourd'hui, vous en êtes à 16 000 € sur cette cagnotte environ. Donc aujourd'hui, mercredi 10 juin. Vous fermez cette cagnotte quand exactement? Et quels seraient les principaux arguments que vous donneriez à quelqu'un qui s'intéresse à ces questions, qui a envie d'aider pour justement participer à cet élan de solidarité? Alors, on envisage de fermer cette cagnotte plutôt fin juin.
Et les arguments qu'on peut donner, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement de solidarité incroyable de la part de la population pendant le confinement, et on est très conscient que beaucoup de personnes ont fait des efforts parce qu'elles ont eu besoin, enfin éprouvé l'envie, le besoin d'aider. Aujourd'hui, effectivement, on n'a plus besoin de masques, on n'a plus besoin de respirateurs, on n'a plus besoin de gel, mais par contre, on a besoin d'accompagnement humain. Et c'est ça aujourd'hui qui est le facteur le plus grave, parce que les personnes qui ont été victimes de violences, les personnes qui sont super inquiètes pour leur avenir, toutes ces personnes-là ont besoin d'accompagnement. Donc, puisque on est dans cet état d'esprit de donner, je pense qu'on peut aujourd'hui réorienter les dons vers les ressources humaines, parce que toutes ces personnes vont avoir besoin d'accompagnement. On n'a plus besoin de technique, on a besoin d'humain. Et donc, je pense que tout l'effort de don doit se concentrer aujourd'hui sur l'accompagnement humain. Donc, l'argument que je pourrais donner, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est nous aider à soigner, parce que notre slogan, c'est « donner, c'est soigner ». C'est un beau slogan. C'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de solidarité pendant le confinement. La Fondation des femmes, qui est une fondation qui regroupe beaucoup d'associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, a récolté 2,7 millions d'euros. Donc finalement, 90 000 euros, qu'est-ce que c'est à côté de ça? C'est ce qu'on s'est dit, qu'on était très modeste dans nos demandes. Et bien sûr, les gens vont nous dire, par exemple, vous allez embaucher des gens pour un petit moment, c'est vrai. Mais on ne perd pas espoir que petit à petit, le gouvernement, voyant que ce qu'on fait est efficace, puisque ça fait 4 ans qu'on bosse et qu'on voit que le résultat est là, nous permettra de pérenniser cette embauche. Donc on a un double objectif en 2 temps. D'ailleurs, on a appris justement aujourd'hui que le budget du secrétariat d'État à l'égalité hommes-femmes augmentait. Donc il augmente de 4 millions, c'est-à-dire que de 5 millions en tout, mais il y a 1 million de réserves qui est utilisé, plus 4 millions qui sont ajoutés. Comment est-ce que tu réagis, toi, à cette annonce-là? C'est une très bonne nouvelle. La seule différence, c'est que nous ne sommes pas une association féministe subventionnée par ce secrétaire d'État. Nous sommes un lieu de soins, et notre ministère, c'est le ministère de la Santé. Donc ce que j'aimerais, c'est que M. Véran ait des fonds dédiés à la prise en charge sanitaire des violences. Et là, pour le coup, ça serait une très bonne nouvelle pour nous et pour toutes les maisons des femmes qui commencent à fleurir un peu partout sur le territoire. Alors comment justement faire comprendre que ce travail de prévention est un impensé total en fait des violences faites aux femmes, même encore aujourd'hui, alors que on ne cesse de répéter que c'est la priorité du quinquennat, etc. Enfin moi, en fait, quelque chose qui m'interpelle, c'est que par exemple ce que j'ai lu là tout à l'heure, c'est que sur les 5 millions, il y avait près de 2 millions qui étaient en fait dédiés à la prise en charge des auteurs des violences, ce qui est quelque chose d'important, on le nie pas, mais que ce soit une proportion aussi importante qui soit à la fois sur l'accompagnement et à la fois sur l'hébergement des auteurs de violences, moi personnellement c'est quelque chose qui me questionne. Je comprends ton questionnement. En même temps, si on veut que les femmes soient à l'abri, il faut que les auteurs soient pris en charge. On a vu, par exemple, avec les documentaires qui sont sortis récemment, qu'une femme qui sortait de chez elle et qui avait l'impression d'arriver à se reconstruire pouvait à tout moment être rattrapée par son agresseur, même 1 an après, 2 ans après, et mourir. Donc cette prise en charge des agresseurs est aussi une forme de sécurité. Et moi, je pense que c'est fondamentalement important. Après, on est de toute façon en deçà des besoins. On a bien vu là avec les hébergements. Pendant le confinement, le gouvernement a mis à disposition des hébergements. Ils ont été très vite saturés. Donc on a l'impression d'être toujours en train de courir après des moyens toujours insuffisants. Et on n'a pas une bonne vision des moyens absolument nécessaires pour à la fois prendre en charge les victimes et prendre en charge les agresseurs. Et je pense que ce sont les 2 faces d'un même problème, et l'un ne va pas sans l'autre. À la fin du documentaire, justement, je parle du fameux rapport dont tu m'avais parlé de l'Inspection générale des affaires sociales, qui demande à ce qu'il y ait vraiment une politique de prévention sur les violences faites aux femmes, et qui peut aussi être mis en parallèle avec le fait que, selon les dernières estimations qui avaient été faites en 2012, mais qui étaient sûrement en deçà, les violences faites aux femmes coûtent à l'État, à la société, 3,6 milliards d'euros par an. C'est une estimation basse. Oui, justement. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui a avancé, justement, par rapport à ça dans la politique du gouvernement, ou même la façon dont la société appréhende aussi les violences? Je pense qu'on a fait un grand pas par rapport au moment où ce rapport est sorti, dans le fait qu'on comprend mieux que c'est un problème quotidien, que c'est un problème de tout le monde, et que ça n'est pas juste réservé à une sous-catégorie de personnes. Donc ça, je crois que la société a complètement intégré cette idée. Il y a eu malheureusement tellement d'affaires,
et notamment autour des agressions sexuelles, dans le sport, dans l'église, dans le cinéma. Toutes ces couches-là font que plus personne ne peut dire c'est quoi un féminicide. Et les femmes victimes, elles l'ont bien cherché. C'est des discours qu'on entend moins. De là à dire c'est un effort pour la nation d'investir là-dedans, parce que c'est un problème de société qui nous concerne tous, ce pas-là n'a pas encore été, de mon point de vue, complètement franchi. Et heureusement, les associations sont là pour rappeler, pour faire de la pédagogie, pour sensibiliser. Elles ont fait un travail remarquable, mais à un certain moment, si l'État n'est pas là pour dire « écoutez, j'ai compris, je prends les choses en main, je donne l'argent aux structures qui gèrent ce genre de choses », eh bien, on va rester toujours en difficulté. Donc j'espère que maintenant que le Covid est derrière nous et qu'on va pouvoir s'intéresser à autre chose, et qu'on a vu qu'on pouvait mobiliser de l'argent quand il y avait besoin sur des sujets qui paraissaient importants, peut-être qu'on pourra faire cet effort et que ça sera moins mission impossible pour l'État. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu où en est la Maison des femmes de Saint-Denis aujourd'hui et le projet aussi que tu as de démultiplier ce modèle, parce que c'est un modèle de prise en charge des femmes victimes de violences? Oui, alors aujourd'hui, la Maison des femmes est à saturation, ça fait longtemps qu'on le dit. On a levé les années précédentes une somme qui nous permet aujourd'hui, et c'est pas un hasard, mais les travaux ont commencé aujourd'hui. Donc on va s'agrandir. Déjà pour nous, c'est extrêmement important parce que ça va nous permettre de travailler correctement. Et puis, le modèle fait des petits, bien sûr. Il y a actuellement 4 projets que moi je connais qui sont suffisamment lancés pour que je sois à peu près certaine qu'ils vont aboutir, que ce soit 2 projets à Paris, pilotés par l'assistance publique, à Strasbourg, à Plaisir, à Brive. Ce sont des projets qu'on a accompagnés, donc on est très heureux. Et puis ce qu'on voit arriver aujourd'hui qui nous fait encore plus plaisir, ce sont des jeunes médecins qui demandent à venir passer 6 mois avec nous, parce que dans leur parcours, ils ont envie, en rentrant dans leur province, parce qu'ils viennent souvent de province, de reproduire notre modèle. Donc tout ça nous donne beaucoup d'espoir. Et il va falloir que notre travail de lobbying auprès du gouvernement pour obtenir un financement qui s'appelle une mission d'intérêt général, et qu'on nous a promis le 25 novembre, mais dont on n'a plus jamais entendu parler, il va falloir que ce financement soit posé là sur la table et qu'on sache quel montant, combien de maisons des femmes, pendant combien de temps on les accompagne. Et ça, vous n'avez aucune idée de la temporalité à laquelle vous aurez des réponses? C'était le 25 novembre 2019? Oui, c'était dans les recommandations du Grenelle. L'article 11 stipulait que toute structure qui voulait bien faire ce que nous faisons, le descriptif correspondait à nos missions, serait subventionnée par l'État, par le ministère de la Santé, puisque je te rappelle, on est toujours un lieu de soins, avec une mission d'intérêt général. Et puis, sont arrivés tous les problèmes de cet hiver. On pensait qu'en juin, puisque tu sais, il y a des campagnes tarifaires pour le ministère de la Santé, on nous dirait, voilà, vous avez droit à tant. Et évidemment, avec le Covid, tout a été reporté. Donc, est-ce que ça sera dans la campagne tarifaire de novembre? Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'avec tout ce tsunami covidien, ça passe à l'as, et que finalement, tout le monde ait oublié cet engagement du gouvernement. Mais nous serons là pour leur rappeler. Et donc, quelles sont aujourd'hui vos ambitions là pour la suite, si on se projette sur 5 ans ou 10 ans même? Alors, si tu m'avais dit tes ambitions pour 50 ans, je t'aurais dit qu'il n'y ait plus besoin de maison des femmes. 10 ans, ça ne va pas être possible. Écoute, nos ambitions seraient que le financement de ces structures soit pérennisé par l'État, de manière à ce que l'énergie des soignants ne soit pas perdue à lever des fonds, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de persuasion, et qu'on puisse se concentrer sur penser le soin, penser la prise en charge, penser les parcours. Donc ça serait vraiment super important. Deuxième objectif, qui est dans chaque région à minima une structure comme ça, qui soit pluriprofessionnelle et qui permette une prise en charge globale de tout le parcours. Et notre troisième projet, qui est assez ambitieux, mais on ne désespère pas, c'est de pouvoir, avec le soutien du gouvernement toujours, avoir un accueil 24 heures sur 24 pour les violences sexuelles. Parce qu'on est très conscient du fait qu'aujourd'hui, une femme qui est par exemple victime d'un viol, elle va plutôt tendance à aller aux urgences gynécologiques. Et là, on va lui dire, non, écoutez, madame, c'est pas possible. Il faut que vous alliez dans un endroit où il y a du judiciaire, donc en général une unité médico-judiciaire, pour avoir des prélèvements, pour porter plainte, etc. Et elles ont rarement envie de le faire. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est leur offrir ça chez nous, accueillis, prélèvement fait, preuve conservée, et les polices qui viennent sur place pour prendre la plainte. C'est un petit projet qu'on a et qu'on aimerait bien faire aboutir.
Alors, à propos de la décentralisation, il y a toute une question aussi aujourd'hui autour des violences faites aux femmes sur le lever du secret médical pour les médecins. Est-ce que la solution, ce serait pas aussi justement que les médecins généralistes soient des premiers contacts pour les femmes victimes de violences et les premières personnes qui pourraient signaler ces violences et donc permettre aussi après que ces femmes soient accompagnées? C'est un grand débat. De toute façon, les médecins généralistes ou les gynécologues ou les sages-femmes sont les premiers recours parce que c'est à ces gens-là que les femmes parlent en général. La question de se dispenser du secret médical est importante parce que ça paraît être une très bonne idée comme ça, en disant voilà, je vais signaler puisqu'elle ne veut pas le faire, je vais la mettre à l'abri. Et en fait, il y a quelque chose dans le lien soignant-soigné, qui est de l'ordre de « je veux que tu respectes mon intégrité, mon autonomie, et si je te demande de ne pas en parler parce que je ne veux pas porter plainte, eh ben, ça serait comme un couteau dans le dos que tu me ferais en portant plainte à ma place. Je ne veux pas, et tu dois respecter ça. » Après, on a tous, même sans cette loi, si on est super inquiet, si on pense qu'elle va mourir, on se délivre nous-mêmes du secret médical. On se dit là, c'est pas possible. On a le droit de le faire quand la personne est super vulnérable. Super vulnérable égale mineur, femme enceinte, personne en situation de handicap. Si on est persuadé que la mort est au bout, je pense qu'on ira le faire, loi ou pas. Mais dire aujourd'hui à tous les médecins, dès que vous entendez parler de violence, vous devez signaler, c'est rompre le pacte de confiance entre la patiente et son médecin. Ça nous paraît pas une super bonne idée. Alors le Conseil de l'Ordre a dit qu'ils allaient border les choses, expliquer dans quelles conditions on pouvait s'en affranchir, dans quelles conditions on ne pouvait pas. Et finalement, tout revient, si tu veux, à la perception qu'a le patient, le soignant de sa patiente, et de savoir quelle est l'importance du danger. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, comme nous à la Maison des Femmes par exemple, c'est d'avoir une équipe et de pouvoir dire voilà les signaux que m'envoie cette femme, voilà ce que j'évalue de sa situation, qu'est-ce que vous en pensez? Et de débattre entre nous amène à prendre des décisions parfois plus argumentées, moins urgentes et probablement plus pertinentes. Donc ça, c'est pas mal. Qui ont une vision très différente aussi des différentes problématiques qu'elle rencontre. Bien sûr. Donc je pense que si un généraliste se retrouve dans cette situation de dire est-ce que je dois lever le secret professionnel, une étape serait de dire je vais appeler des gens qui ont l'habitude et je vais en discuter avec eux, tu vois, plutôt que d'être tout seul avec mes questionnements, mes inquiétudes, mes problématiques éthiques. Ce sont de vraies problématiques éthiques qui se posent aux médecins. Je t'ai posé tout à l'heure une question sur les 5-10 ans. C'est vrai que les violences faites aux femmes sont enfin, pour moi, le symptôme visible d'une société qui, de toute façon, est quand même une société patriarcale, qui est sexiste, et de problèmes profonds de notre société qui, en fait, font du mal aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce que veulent nous mettre et aux enfants, d'ailleurs, beaucoup, et veulent nous mettre dans des cases. Et l'une des questions que je me pose, c'est pour toi, qu'est-ce que, si tu avais une sorte de baguette magique et que donc justement dans 50 ans tu voulais que les violences faites aux femmes soient éradiquées, que tu avais à peu près tous les pouvoirs pour le faire, qu'est-ce que tu ferais? Toi qui connais si bien ces questions. Il n'y a hélas pas de baguette magique, mais le levier, de mon point de vue, le levier majeur, c'est l'enfance. C'est la parentalité, c'est d'accompagner les parents. C'est l'avortement, tu vois, par exemple. Première question, c'est de donner accès à l'avortement, parce qu'un enfant non désiré a malheureusement plus de risques qu'un autre d'être maltraité. Donc prendre le problème à la base, accompagner les femmes enceintes, les éduquer à la parentalité, aller dans les écoles à tous les âges et faire beaucoup de pédagogie, parce que aussi expliquer aux enseignants, à tous les gens qui s'occupent d'enfants, combien c'est important d'avoir une éducation non violente, combien c'est important de traquer le sexisme dès qu'il frétille. Ça me paraît essentiel, parce que si on ne rééduque pas les tout petits, on n'a aucune chance d'en faire des adultes sereins, avec une vision égalitaire de la société. Ils vont reproduire les schémas qu'ils voient. Donc il faut déjà, quand il y a de la violence à la maison, arriver à accompagner ses enfants, voire à les extraire de cette violence, et puis petit à petit grignoter les générations. Alors peut-être pas mes enfants, mais peut-être les tiens, ou les enfants de mes enfants, peut-être auront la chance de vivre dans une société plus éduquée, plus attentive, et, on l'espère, moins violente.
Est-ce que ça te rend optimiste, ce qu'on voit aujourd'hui, cette évolution, au-delà... en fait, j'appellerais presque révolution sexuelle, mais en tout cas dans l'éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, il y a de plus en plus de gens qui commencent à savoir à quoi ressemble, par exemple, un clitoris, et de femmes aussi qui reprennent le pouvoir sur leur corps parce qu'elles reprennent le pouvoir sur la sexualité, etc. Est-ce que toi, c'est des petits signaux comme ça qui te rendent optimiste sur l'avenir ou... Ça me rend optimiste sur l'empowerment des femmes, bien sûr. Mais je pense que l'éducation à la sexualité ne suffit pas. Il faut vraiment une éducation à l'égalité, une éducation au respect, une éducation à la place de chacun. Et si on ne fait pas cette éducation, même si tu sais parfaitement où est ton clitoris, comment il fonctionne, qu'est-ce qui te procure un orgasme plus vite qu'autre chose, ça ne suffira pas à faire d'un couple 2 partenaires à égalité qui ont une vision absolument partagée de leurs droits, de leurs devoirs, de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment agir là-dessus. Et tant que les femmes auront la charge mentale, l'injonction de se surpasser au boulot pour avoir la même chose que ce qu'un homme sans faire le moindre effort, on sera loin, malheureusement, de cette société égalitaire et non violente. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot, et notamment justement sur le crowdfunding, parce que on espère vraiment que cet entretien, ce documentaire, toutes ces informations vont permettre de montrer à quel point votre travail est nécessaire et à quel point c'est important aussi, même à la hauteur des moyens de chacun, parce que les moyens de chacun, ça peut être aussi l'information, ça peut être simplement de partager l'information. Mais voilà, est-ce que tu as une dernière... Simplement de dire que dans des causes aussi essentielles et dans des causes où malheureusement l'État n'a pas encore décrété qu'il allait gérer ça lui-même, le geste citoyen serait de participer à la hauteur de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut donner. Et si on ne peut pas donner, comme tu as dit, effectivement, passer l'information, être vigilant autour de soi, écouter ses voisins, ne pas laisser un enfant se faire taper sans réagir, enfin plein de petites choses que nous pouvons tous faire dans notre environnement immédiat. Et puis si en plus on peut donner un petit coup de pouce pour nos missions, eh bien tout ce que je peux dire c'est merci. Merci Paloma d'ailleurs. Merci Rada.